Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous, chaque dimanche avec nos invités. On vous donne envie de bien vivre votre âge avec le sourire, et cette émission, elle est faite pour vous, que vous soyez enfant, parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents, parce que oui, c'est une première dans l'histoire. 4 générations cohabitent aujourd'hui. Il faut dire qu'on a gagné plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Alors ici, on partage des histoires de vie, des témoignages, des conseils concrets pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie. Et aujourd'hui, La vie devant nous, c'est une émission particulière, profondément humaine, avec, on va parler de santé cérébrale, qui est un enjeu planétaire et la première cause de handicap dans le monde, avec le vieillissement. Un chiffre quand même qui nous bouscule. D'ici 2050, plus de 140 millions de personnes seront touchées par des maladies dégénératives et de santé mentale. Cela mérite une réponse collective. Notre invité unique s'appelle Olivier Goy. Il est entrepreneur, écrivain, philanthrope, mais surtout un homme qui, face à la maladie de Charcot, a choisi de continuer à agir, à transmettre et à faire entendre sa voix au sens le plus fort du terme, on le verra. Alors Olivier Goy ne marche plus, ne parle plus et ne s'alimente que par son. Pourtant, grâce à l'intelligence artificielle, on y reviendra, il s'exprime aujourd'hui avec nous. C'est une parole qui est rare, qui est précieuse et qui est essentielle. Et puis on n'oublie pas justement que cette émission est la vôtre. Alors appelez-nous, posez vos questions, réagissez au 0826 300 300 et tout de suite, la vie devant nous. Sud Radio, la vie devant nous. Olivier Goy, merci d'être avec nous. C'est vraiment un immense plaisir. Vous êtes entrepreneur, reconnu, engagé de longue date dans la finance et la philanthropie. Vous êtes aujourd'hui atteint de la maladie de Charcot. Alors, vous êtes privé de la parole et de la mobilité. Vous continuez pourtant à témoigner et à agir grâce à l'intelligence artificielle. Alors, c'est une voix singulière que nous allons prendre justement le temps d'écouter sur Sud Radio. Olivier, on parle souvent de la maladie de Charcot de manière très très médicale. J'aimerais commencer moi complètement autrement. Si vous deviez expliquer simplement ce que la maladie de Charcot a changé dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que vous diriez ? Médicalement, la maladie de Charcot est une maladie neurodégénérative grave et incurable. Elle détruit progressivement les neurones moteurs, ceux qui transmettent les ordres du cerveau aux muscles. Quand ces neurones disparaissent, les muscles ne sont plus commandés correctement, ils s'affaiblissent puis s'atrophient. Cela touche peu à peu la marche, l'usage des mains, la parole, la déglutition, puis la respiration. C'est une maladie dite purement motrice. Les fonctions intellectuelles, la mémoire, la conscience restent intactes. Le cerveau fonctionne normalement, mais le corps ne suit plus. L'espérance de vie moyenne est de 3 à 5 ans après le diagnostic, le plus souvent à cause de l'atteinte respiratoire. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire, à comprendre aux personnes qui ne connaissent pas cette maladie ? Le plus difficile à faire comprendre, c'est ce décalage absolu entre le corps et l'esprit. De l'extérieur, on voit un corps qui ne bouge plus, une parole qui disparaît, une grande dépendance. Alors on imagine, à tort, une personne diminuée intellectuellement, absente ou déjà partie. Ouais, c'est très impactant. Alors, y a-t-il justement des idées reçues sur la SLA ? Alors, la SLA, c'est la sclérose latérale amyotrophique, que vous aimeriez justement corriger aujourd'hui ? Je me souviens d'une scène très parlante. Je suis dans un cocktail, assis dans mon fauteuil. 2 avocats s'approchent, visiblement pressés d'échanger une information confidentielle. Ils regardent autour d'eux, baissent la voix, s'assurent que personne n'écoute. Mon fauteuil touche littéralement leurs jambes. Ils se disent alors que c'est bon. Ils parlent, librement. À ce moment-là, je comprends qu'ils m'ont classé dans une autre catégorie. Pas un interlocuteur, pas un témoin, une plante verte. C'est une anecdote presque anodine,
mais très révélatrice. Quand on ne parle plus, certains finissent par penser qu'on n'entend plus, qu'on ne comprend plus, qu'on n'est plus vraiment là. Ah, vous avez en effet une histoire que vous traitez avec humour, mais est-ce que vous pensez que notre société confond trop souvent en fait la dépendance physique et l'inutilité sociale? Oui, très souvent. Et presque toujours sans mauvaise intention. Notre société valorise l'autonomie, la performance, la vitesse, la productivité. Donc, quand le corps lâche, on a tendance à penser que la personne décline dans son ensemble. Or, la dépendance physique ne dit rien de l'utilité sociale, intellectuelle ou humaine d'une personne. On peut avoir besoin d'aide pour s'habiller et rester capable de décider, d'analyser, de créer. Être immobile et continuer à transmettre, inspirer, aimer, accompagner. Ne plus produire au sens économique, mais compter énormément au sens humain. La maladie de Charcot rend ce contresens très visible. Le corps devient dépendant, mais l'esprit reste pleinement actif. Confondre les deux, c'est une erreur. Et c'est aussi une forme de violence douce, celle qui efface les personnes avant même qu'elles aient disparu. Alors, on le voit dans la douceur de vos yeux bleus, mais justement, est-ce que cette confusion vous a frappé personnellement dans le regard des autres? Oui, très vite. Pas par des mots, mais par des attitudes. On me parle moins directement. On décide parfois sans moi. On hésite, on contourne, on évite. Comme si la dépendance physique faisait douter de ma présence réelle. Ce n'est pas de la méchanceté, plutôt un malaise. Mais il faut souvent le rappeler, je suis dépendant physiquement, pas absent. Justement, est-ce que cette maladie vous a obligé à redéfinir ce que signifie être autonome pour vous? Oui, complètement. Avant, être autonome voulait dire se débrouiller seul. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Être autonome, pour moi, c'est pouvoir décider, choisir, dire oui ou non, rester acteur de ma vie, même si j'ai besoin d'aide pour tout le reste. La maladie m'a appris que l'autonomie n'est pas une question de muscles, mais de liberté intérieure et de capacité à rester sujet, pas objet. Ce que vous décrivez, Olivier, c'est une vie en fait qui est quand même profondément transformée, mais pas arrêtée. Alors, cela nous amène à une autre question essentielle, le temps que notre société accorde à celles et ceux qui ne sont plus dans le mouvement permanent. Sud Radio, la vie devant nous. Quand le temps, justement, devient plus rare, il devient aussi plus précieux, Olivier. Et on dit souvent que notre société valorise la vitesse, la performance, la jeunesse, dont on parle très souvent. Est-ce que tout ce qui ralentit devient suspect? Vous dites souvent que la maladie donne une conscience aiguë du temps. Qu'est-ce que cela a changé dans votre façon de vivre? Quand on sait que le temps est compté, on ne le vit plus de la même façon. Je ne me projette plus très loin. Le futur devient flou, presque abstrait. En revanche, le présent prend une place énorme. Je fais moins de choses, mais je les vis davantage. Je choisis mieux avec qui je passe du temps. Je ne le gaspille plus en faux impératifs ou en rendez-vous sans saveur. La maladie m'a appris une chose très simple. Le temps n'est pas quelque chose à remplir, c'est quelque chose à habiter. Merci Olivier en tout cas de prendre ce temps avec nous sur Sud Radio. Est-ce que justement cela a modifié votre rapport aux projets, aux priorités, aux urgences que l'on se crée parfois inutilement, Souvent on est un peu dans une richesse folle sans priorité. Oui, profondément. La maladie a fait tomber beaucoup de fausses urgences. Je ne cours plus après l'accumulation, ni après le plus tard. Je privilégie ce qui a du sens maintenant. Les vraies priorités sont devenues très simples. Les liens,
l'utilité, la transmission, la joie quand elle se présente. La maladie n'a pas supprimé les projets, elle les a rendus essentiels. Vous êtes justement sur l'essentiel. Alors, beaucoup de retraités nous écoutent et on a parfois le sentiment de devenir invisibles. Ils ont, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent. Voyez-vous un parallèle entre leur situation et ce que vous vivez ? Je crois que ce sentiment d'invisibilité, je le comprends très bien. Quand on sort du monde du travail, on a parfois l'impression de ne plus servir, de ne plus être attendu, sollicité, regardé, comme si la valeur d'une personne s'arrêtait avec sa fonction. C'est faux. On peut ne plus être actif professionnellement et rester essentiel humainement. Par l'écoute, la transmission, la présence, l'expérience, la mémoire, l'attention aux autres. L'invisibilité n'est pas une réalité objective. C'est souvent un regard que la société projette et que l'on finit parfois par intégrer soi-même. C'est justement très impactant ce que vous dites. Pourquoi notre société justement a-t-elle tant de mal avec les temps lents, la retraite, la maladie, le grand âge ? Parce que notre société est construite sur la vitesse. On valorise ce qui va vite, ce qui produit, ce qui performe, ce qui s'adapte en permanence. Les temps lents, la retraite, la maladie, le grand âge, ne rentrent pas dans ce récit-là. Ils nous obligent à faire autre chose que d'agir. Et surtout, ils nous renvoient à quelque chose de très inconfortable. La fragilité, la finitude, la dépendance, bref, notre propre avenir. Alors on les met à distance, pas par cruauté, mais par peur. Alors Olivier, selon vous, en quoi ces temps peuvent-ils au contraire être utiles, féconds, essentiels ? Oui, ces temps lents ont une richesse immense. Ils réapprennent la profondeur, la présence, le lien. Le problème n'est pas la lenteur, c'est notre incapacité collective à lui faire une place. Très juste. Alors justement, quel message aimeriez-vous adresser aux retraités qui se sentent aujourd'hui inutiles ou en retrait ? Rien que le mot d'ailleurs, retraité, c'est battre retraite. J'aimerais leur dire ceci. Ce recul n'est pas un vide, c'est un point de vue. Quand on sort de la course, on voit autrement. On repère des besoins, des injustices, des fragilités que les gens pressés ne voient plus. Ce temps peut devenir un formidable terrain de projet. Des projets discrets, utiles, humains, parfois modestes en apparence, mais essentiels dans leur impact. On ne court plus après l'urgence. On agit là où cela compte vraiment. La retraite peut être un retrait du bruit, mais pas un retrait de l'engagement. Passionnant, on marque une courte pause. On continuera justement à parler du temps parce que c'est aussi parler de ce que l'on laisse derrière soi. Et cela nous amène naturellement à ce qui nous anime profondément, Olivier Goy, le lien et la transmission. Restez avec nous sur Sud Radio. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, vous êtes dans La vie devant nous, votre émission qui casse les clichés sur les seniors, mais pas que, on parle vrai. Voici la seconde partie de notre émission. Nous sommes de retour avec Olivier Goy. Vous parlez souvent d'amour, de solidarité, d'amitié vraie. Qu'est-ce que la vulnérabilité révèle des relations humaines pour vous ? La vulnérabilité fait tomber les masques. Elle révèle qui est vraiment là et pourquoi. Certaines relations s'éloignent, d'autres deviennent plus profondes. Elle montre surtout que recevoir l'autre n'est pas une faiblesse, mais une forme de confiance. Et avez-vous justement été surpris, en bien en mal, par certaines réactions autour de vous ? Oui, beaucoup. J'ai été surpris par des silences inattendus,
des éloignements sans explication. Et à l'inverse, par des présences très fortes, parfois venues de personnes que je connaissais à peine. La maladie agit comme un révélateur. Elle ne crée pas les relations, elle les met à nu. Au fond, elle apprend une chose précieuse. La qualité d'un lien compte bien plus que son ancienneté. C'est tellement profond et vrai. Vous invitez souvent justement à oser et à lâcher prise. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous aujourd'hui ? Concrètement, oser, c'est accepter de ne plus tout maîtriser. Lâcher prise, c'est arrêter de lutter contre ce qui ne dépend plus de moi. Aujourd'hui, ça veut dire ne pas me définir par ce que j'ai perdu. Continuer à dire oui à ce qui me met en joie. Oser demander de l'aide sans me sentir diminué. C'est une forme de liberté paradoxale. Moins de contrôle, mais plus de justesse. Alors, vous êtes père, hein, je crois, de 2 enfants. Hein. Qu'aimeriez-vous justement transmettre à vos enfants au-delà des mots ? Au-delà des mots, j'aimerais leur transmettre une manière d'être. Le goût de la vie, même quand elle résiste. La capacité à ne pas se définir par ce qui arrive, mais par ce que l'on choisit d'en faire. Et l'idée que la fragilité n'est pas une faiblesse, mais souvent un chemin vers plus de justesse. S'ils retiennent une chose, j'aimerais que ce soit celle-ci. On ne maîtrise pas tout, mais on peut toujours décider de rester vivant, digne et ouvert aux autres. Alors vous êtes à l'origine ou l'un des visages d'un mouvement qui s'appelle les Invincibles, que j'ai vu et revu. Qu'est-ce que le mouvement Les Invincibles ? Pourquoi ce nom Invincible ? Qu'est-ce qui rassemble en fait ce mouvement des malades, des proches, des citoyens engagés, des entrepreneurs ? Les Invincibles, c'est un mouvement d'élan créé par Ludovic et John, 2 malades. Dans la foulée de la sortie de mon film Invincible, été au cinéma. J'en suis le très fier parrain. Il est né d'un constat très simple. Face à la maladie, au handicap, à la fragilité, on est souvent perçu comme vaincu, diminué, fini. Les Invincibles disent exactement l'inverse. Alors, je vais un peu vous chercher, Pourquoi Olivier. ce nom ? Ouais, voilà, pourquoi ce nom ? Parce qu'on peut être gravement malade, dépendant, fragile, et rester invincible dans ce qui compte. La dignité, la liberté intérieure, l'envie d'aimer, de créer, de transmettre, d'agir. Être invincible, ce n'est pas gagner contre la maladie. C'est refuser qu'elle définisse qui l'on est. Et qui rassemble ce mouvement ? Des malades, bien sûr, mais aussi leurs proches, des aidants, des citoyens engagés, des artistes, des entrepreneurs, des chercheurs. Des gens très différents, réunis par une même conviction. La fragilité n'empêche ni l'engagement, ni l'utilité, ni la joie. Les Invincibles, au fond, ce sont des personnes qui transforment une épreuve en énergie collective. Pas contre la vie, pour elle. Alors, Olivier, si vous pouvez nous parler aujourd'hui, c'est aussi grâce à la technologie que l'on entend depuis le début de l'émission, c'est votre vraie voix, et pas n'importe laquelle, justement. Pour porter ce combat, vous avez un outil puissant, votre voix retrouvée. Sud Radio, la vie devant nous. Olivier, votre voix que nous entendons aujourd'hui est le fruit d'un travail scientifique et d'idées. Vous vous exprimez grâce à une technologie de synthèse vocale basée sur l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous expliquer justement simplement comment vous arrivez aujourd'hui à communiquer grâce à cette intelligence artificielle ? Très simplement, l'IA m'aide à dialoguer, pas seulement à parler. Quand quelqu'un me parle, l'outil écoute la conversation et la retranscrit en temps réel. À partir de ce qui est dit, l'intelligence artificielle me propose des réponses possibles, comme si elle anticipait ce que je pourrais vouloir répondre.
Moi, je reste aux commandes. Je choisis une réponse, je la modifie si besoin, ou je la refuse. Et cette réponse est ensuite exprimée, avec ma voix de synthèse, recréée à partir de quelques secondes d'enregistrement. Et pour être totalement transparent, aujourd'hui, vous m'avez transmis les questions à l'avance. Ça me permet de préparer mes réponses sereinement, de gagner du temps et de rester fidèle à ce que je veux dire. Mais même dans ce cadre-là, l'IA ne décide rien à ma place. Elle m'assiste, elle structure, elle fluidifie, et je garde toujours la main. Oui, je le vois sur le plateau. Est-ce que ces outils sont complexes à utiliser ou au contraire plus accessibles qu'on ne l'imagine ? La technologie progresse très vite, oui. Mais paradoxalement, le bon outil n'existait pas. Il y avait soit des solutions très techniques, soit des outils très lents, soit des systèmes qui permettaient d'écrire, mais pas de dialoguer. Or, dialoguer, c'est autre chose que produire du texte. C'est précisément pour ça que Invincible Voice voit le jour cette semaine. Ce mardi, on lance officiellement cet outil avec QTI, un laboratoire de recherche indépendant et à but non lucratif. L'idée est simple. Utiliser les dernières avancées de l'IA pour répondre à un besoin très concret, très humain. Permettre à des personnes privées de parole de rester dans l'échange, dans la conversation, dans la relation. Tout est déjà là. La techno fonctionne. Elle est mûre. Elle est utile. Elle est gratuite. Il ne manque plus que le passage à l'échelle. Aux industriels de la CAA, la communication alternative et améliorée, je dis: vous avez le pouvoir de transformer un prototype en outil de vie et de rendre vos outils existants uniques. Olivier, on lance un appel à tous les industriels qui nous écoutent.